L'Australie aujourd'hui est véritablement une terre sauvage. Habitée par ses premiers humains il y a environ 60 000 ans, c'est une terre de côtes pittoresques, de déserts brûlants et de forêts sèches. L'Australie moderne est connue dans le monde entier pour sa faune dangereuse et ses extrêmes environnementaux, mais les premiers humains en Australie auraient alors découvert un continent grouillant de marsupiaux étranges et de reptiles géants. Néanmoins, ces personnes se sont installées et ont prospéré ici, formant des centaines de groupes et de cultures distinctes au cours des premiers millénaires. Finalement, ces Australiens autochtones, les aborigènes d'Australie, commenceraient à s'identifier comme un seul groupe en raison de leur histoire génétique et de leurs expériences communes, mais leur histoire remonte bien plus loin. Aujourd'hui, nous allons examiner à quoi ressemblait la vie de ces premiers êtres humains en Australie, de leur culture et leur religion au monde dans lequel ils vivaient et à la façon dont ils y survivaient. Nous allons nous concentrer principalement sur les aborigènes d'Australie, mais nous examinerons également l'histoire des habitants des îles du détroit de Torres, un groupe ethniquement distinct des aborigènes d'Australie. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous vous emmenons dans un voyage à travers le temps pour rencontrer les tout premiers peuples à avoir établi une vie et une culture en Australie, les Australiens autochtones. Les premiers à avoir posé le pied sur le continent australien, les aborigènes, sont venus de l'Asie du Sud-Est continentale au milieu de l'époque du Pléistocène, une période où Homo sapiens a migré de sa terre ancestrale en Afrique vers les régions les plus éloignées de la planète Terre. Les étendues de l'océan Pacifique, qui séparent l'Australie et l'Asie du Sud-Est, étaient beaucoup moins profondes à cette époque et pouvaient être traversées relativement facilement avant que la fin de l'ère glaciaire ne provoque la montée du niveau des eaux. En fait, l'Australie et la Nouvelle-Guinée formaient autrefois une seule masse terrestre connue sous le nom de Sahul. Les aborigènes d'Australie se sont installés ici lorsque le niveau de l'eau était bas, mais se sont retrouvés effectivement isolés lorsque celui-ci est remonté. Les déplacements entre l'Australie et l'Asie sont devenus beaucoup plus difficiles, et les aborigènes d'Australie ont pu s'étendre et progresser librement sur cette étrange nouvelle frontière. Quant au peuple des îles du détroit de Torres, les Mélanésiens actuellement natifs des îles du détroit de Torres, au large de la côte nord du Queensland, on sait qu'ils ont migré depuis l'archipel indonésien. Cela remonte également à l'époque du Sahul, lorsque certaines parties de l'est de l'Indonésie étaient encore reliées à la masse continentale principale qui comprenait aussi l'Australie. Finalement, ces peuples se sont installés sur les îles du détroit de Torres et s'y sont retrouvés coincés lorsque le niveau de la mer a de nouveau augmenté. Les ancêtres de ces premiers peuples vivent encore sur ces îles à ce jour. Aujourd'hui, près d'1 million de peuples autochtones vivent en Australie et représentent environ 4% de la population totale du pays. La plupart de ces peuples sont des aborigènes d'Australie et se trouvent principalement dans les régions de la Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland. La grande majorité des Australiens autochtones ne vivent pas dans les régions arides et sauvages de l'Australie, contrairement à la façon dont leur culture est souvent représentée dans les médias et la publicité. Une fois que les Australiens autochtones avaient établi leur lignée et leur territoire sur cette terre ancienne, ils étaient libres de développer leur culture et leur religion, qui comportaient leurs propres mythes, légendes, rituels et traditions. L'un des aspects les plus importants de la culture aborigène concerne la tradition orale, la transmission de légendes et d'histoires de génération en génération. En fait, certaines histoires transmises entre les Australiens autochtones aujourd'hui seraient vieilles de plusieurs milliers d'années, transmises de génération en génération au fil de l'histoire indigène. On raconte des histoires d'éruptions volcaniques, de créatures anciennes et d'histoires oubliées depuis longtemps, dont beaucoup remontent à des millénaires dans les profondeurs du temps. Cela rejoint une expression que vous connaissez peut-être déjà en lien avec la culture aborigène, le temps du rêve. Le temps du rêve fait référence aux traditions et aux récits créés il y a des milliers d'années par certains des premiers aborigènes australiens.
Ces récits y font référence à la création de l'univers tout entier, à la façon dont les humains sont apparus, ainsi qu'aux détails plus précis concernant leur ou leur créateur spirituel. Ceci constitue le fondement de la religion aborigène, affirmant que les esprits du temps du rêve ont créé tous les humains et les animaux, ont dicté comment ces personnes devaient se comporter, les ont guidés dans les cérémonies de la mort et l'acquisition de la nourriture et de l'eau, avant de disparaître dans la terre, devenant un avec la terre, le ciel, les arbres et le climat. Certaines histoires du temps du rêve font référence à cet esprit créateur sous la forme d'un serpent géant, qui a été représenté dans l'art rupestre aborigène coloré à travers tout le pays. D'autres récits incluent un champ des créatures mythologiques australiennes qui seraient aujourd'hui qualifiées de cryptides, comme le yowie, semblable au Bigfoot, et l'étrange bunyip aquatique. Le temps du rêve et la religion aborigène au sens large sont également liés à des cérémonies et des événements à travers tout le pays. Cela peut être aussi simple que de s'asseoir autour d'un feu et de raconter à nouveau les histoires du temps du rêve pour les transmettre à la prochaine génération d'Australiens aborigènes. Mais de nombreuses formes différentes sont pratiquées. Les danses, les chants, la création de costumes et d'œuvres d'art, les rites de passage pour les jeunes aborigènes, ainsi que les événements spéciaux pour les naissances et les décès sont tous courants. L'art aborigène est peut-être la forme d'art australienne la plus largement reconnue, représentant souvent des animaux et des personnes avec des couleurs, des lignes et des points disposés de façon complexe. Lors des cérémonies et des rituels, la musique est souvent jouée à l'aide d'instruments traditionnels aborigènes, notamment le didgeridoo, les baguettes de percussion et des hochets fabriqués spécialement à partir de graines. La nourriture joue également un rôle important dans ces cérémonies et implique généralement la viande d'animaux australiens natifs courants, comme les éméus et les kangourous. Les habitants des îles du détroit de Torres sont connus pour être davantage influencés par les coutumes papoues, ainsi que par les traditions austronésiennes que l'on retrouve à travers l'Océanie. Les peuples autochtones des îles du détroit de Torres mènent des modes de vie agricoles, tout en continuant à pratiquer la chasse et la cueillette traditionnelle. Dans le passé, ces peuples chassèrent dans l'océan, attrapant et consommant des tortues, des poissons, des coquillages et même des mammifères marins comme le dugong. Ces aliments étaient complétés par des espèces de fruits sauvages originaires des îles, et ces chasses se poursuivent aujourd'hui afin de préserver les traditions. Les habitants du détroit de Torres ont également leurs propres traditions orales, similaires à celles des aborigènes, transmises de génération en génération lors d'événements culturels. Leurs récits ont tendance à se concentrer davantage sur la mer et le ciel, et racontent comment ils sont venus à exister. Comme les aborigènes, beaucoup de ces histoires sont exprimées à travers le chant et la danse, avec des costumes traditionnels et la musique qui jouent un rôle très important. Ces costumes se composent de coiffes élaborées et de masques faciaux, parfois fabriqués à partir de carapaces de tortues, connus pour représenter certains personnages ou concepts dans leurs histoires et leur mythologie. Lorsque les premiers Australiens sont arrivés sur le continent, ils ont dû faire face à certains des spectacles les plus étranges et impressionnants du monde du Pléistocène, les bêtes mégaphoniques qui ont aujourd'hui disparu de notre monde. Bien que le paysage et la géographie de l'Australie ressemblaient de près à ceux que l'on voit aujourd'hui, des créatures étranges aujourd'hui disparues à cause de l'activité humaine et du changement climatique prospéraient sur cette terre lorsque les peuples anciens sont arrivés pour la première fois. Certaines des espèces mégaphoniques éteintes les plus reconnaissables d'Australie étaient, sans surprise, des marsupiaux, des parents des kangourous et des wombats actuels, qui vivent encore dans le pays aujourd'hui. À coup sûr, les anciens aborigènes auraient été stupéfaits à la vue de Procopteron golia, la plus grande espèce de kangourou connue à ce jour. Mesurant 3 mètres de haut et pesant 230 kg, ce géant avait un visage beaucoup plus court que les espèces de kangourous actuelles, et on pense qu'il marchait à pas, un peu comme une personne, plutôt que de sauter comme les kangourous actuels. Des protodons optatum, un parent éloigné des wombats de la taille d'un hippopotame moderne, auraient également vécu en grand nombre dans les forêts et les plaines d'Australie à cette époque. C'était le plus grand marsupial ayant jamais existé,
et il se peut qu'il ait été chassé par les premiers humains arrivés en Australie. Son proche parent Palorchestes azael était encore plus étrange. Souvent appelé tapir marsupial, il possédait une courte trompe sur le museau et d'énormes griffes pour tirer sur les branches. Tout en haut de ces branches vivait l'un des animaux les plus dangereux de l'Australie ancienne, Thylacoleo carnifex, autrement appelé le lion marsupial. Avec des dents en forme de cisaille et des griffes de pouce rétractiles, on pense que ce prédateur sautait sur ses proies depuis les branches des arbres. Les premiers colons, aborigènes, imprudents, ont peut-être effectivement figuré au menu de ce prédateur. De plus, l'Australie abritait également d'énormes mammifères monotrèmes à cette époque. Murray glossus, par exemple, était un échidné colossal de plus d'1 mètre de long qui aurait été un spectacle particulièrement étrange pour une personne d'aujourd'hui. Ce n'était pas seulement les mammifères qui auraient choqué les anciens Australiens arrivant sur le continent pour la première fois. Les oiseaux ici étaient aussi énormes. L'Australie moderne abrite les 2e et 3e plus grandes espèces d'oiseaux vivantes, l'émeu et son proche parent, le cassoar du Sud, respectivement. Mais au Pléistocène, les oiseaux devenaient encore plus grands. La plus grande espèce rencontrée par les humains aurait été Januornis newtoni, ou Mihirung à peu près de la même taille qu'une autruche. La dernière de son espèce dans un arbre généalogique d'oiseaux encore plus grands, Jeniornis était probablement herbivore, errant dans les forêts et les plaines de cette terre ancienne jusqu'à il y a environ 50 000 ans. Très haut dans le ciel auraient donc plané d'immenses oiseaux de proie, comme Dinotoyatis gaffae, une énorme espèce de rapace considérée comme un aigle. Avec une envergure pouvant dépasser 3 mètres, ce prédateur aérien aurait été capable d'attraper des animaux aussi grands que les kangourous et de les emporter jusqu'à son nid. L'Australie était également l'un des derniers refuges des reptiles géants, dont certains auraient facilement pu être pris pour des vestiges de l'époque des dinosaures. Le plus célèbre d'entre eux est Varanus priscus, également connu sous son ancien nom de genre Megalania. Il s'agissait potentiellement d'un varan pouvant atteindre 7 mètres de long, un parent du dragon de Komodo, un animal qui vivait également en Australie. Si les humains rencontraient d'un tel animal, il est fort probable qu'ils étaient au menu. Ailleurs, dans les points d'eau des broussailles australiennes, vivait Wonambi, un serpent prédateur embusqué de 6 mètres de long. Ce reptile était un constricteur non venimeux, étranglant ses proies au lieu de compter sur une morsure mortelle. Bien que Wonambi soit le plus célèbre des anciens serpents australiens, ce n'était pas le plus grand. Ce titre revient à Liasis, un constricteur qui pouvait atteindre une longueur impressionnante de 10 mètres. Quankana est l'un des reptiles les plus infâmes à avoir vécu dans l'Australie ancienne. Un crocodile semi-terrestre de 5 à 7 mètres de long, avec de longues pattes placées sous son corps, lui permettant de poursuivre ses proies sur la terre ferme. On trouvait également ici des tortues géantes comme Mielania, capables d'atteindre près de 3 mètres de long. De tels animaux étaient célèbres pour les cornes sur leur crâne qui devaient certainement paraître redoutables de leur vivant. Il y a de solides arguments pour suggérer que les animaux mégaphoniques disparus de l'Australie ancienne constituent à la base des créatures géantes évoquées dans les récits du temps du rêve aborigène. Le parent géant du wombat, des protodons par exemple, a été suggéré comme équivalent à une créature du temps du rêve connue sous le nom de Yamati, une énorme bête quadrupède. Étant donné que certaines de ces histoires remontent à plus de 65 000 ans, les liens sont tout à fait possibles. Aujourd'hui, les peuples autochtones existent en Australie en plus de 500 groupes distincts, dont beaucoup ont leur propre langue et sont culturellement distincts des autres groupes. Tous ces peuples peuvent retracer leur arbre généalogique jusqu'aux tout premiers colons de l'Australie, les seuls à avoir mis le pied sur le continent jusqu'à l'arrivée des colons européens à la fin des années 1700. L'arrivée d'explorateurs comme James Cook par exemple a été une catastrophe pour les Australiens autochtones.
Pendant des millénaires, leur terre n'appartenait qu'à eux. Mais désormais, avec cette nouvelle invasion, leur mode de vie était menacé. Par la suite, l'Empire britannique allait établir l'Australie comme colonie pénitentiaire, ignorant le mode de vie aborigène dès qu'ils ont constaté à quel point il différait du leur. Les maladies auxquelles les aborigènes d'Australie n'étaient pas immunisés furent apportées par les Européens, ce qui commença à décimer lentement leur population sous la forme de la variole et de la grippe. Par la suite, il devint évident qu'une fois que les Européens décidèrent qu'ils voulaient l'Australie pour ses terres agricoles, ils n'allaient même pas laisser les populations autochtones leur faire obstacle. Des siècles de violence contre les peuples autochtones s'ensuivirent, où les aborigènes furent assassinés de sang-froid par les colons européens, ripostant désespérément par la guérilla contre leurs oppresseurs. C'est l'un des nombreux chapitres tragiques de l'histoire provoqués par l'avancée implacable du colonialisme au XVIIIe siècle, et la culture aborigène a failli être anéantie. Mais peu à peu, ces pratiques et cérémonies ancestrales sont réappropriées et redécouvertes. Des milliers de sites aborigènes importants se trouvent rien que dans les grandes villes d'Australie qui, s'ils sont correctement protégés et étudiés, peuvent jouer un rôle essentiel pour aider les aborigènes d'aujourd'hui à retrouver leur place et leur rôle dans la vie ancestrale. Les îles du détroit de Torres font aujourd'hui partie de l'État australien, du Queensland, car elles faisaient autrefois partie de la même colonie britannique à l'époque coloniale. Lorsque les colons sont arrivés, les modes de vie des habitants des îles du détroit de Torres ont été profondément bouleversés. Les colons limitèrent l'accès à la terre des peuples autochtones, les assignant à des réserves où ils ne pouvaient pas subvenir suffisamment à leurs besoins. La pauvreté s'est généralisée et la culture traditionnelle de subsistance par la mer ne pouvait plus être largement pratiquée. Des affrontements violents entre les Européens et les Autochtones sont également connus ici, et l'impact de la colonisation sur les îles du détroit de Torres reste encore vif dans la mémoire des descendants des insulaires autochtones. Les cultures autochtones font partie intégrante de l'histoire australienne depuis des milliers d'années et constituent également une part essentielle de notre histoire en tant qu'espèce dans son ensemble. Si cela est reconnu à l'avenir, les cultures autochtones d'Australie et des îles environnantes auront de meilleures chances de survivre et, espérons-le, d'être transmises longtemps dans le futur. Alors que les effets du colonialisme restent très visibles dans toutes les anciennes colonies britanniques, nous espérons en tant qu'espèce pouvoir tirer des leçons des erreurs du passé afin d'assurer un monde meilleur pour tous à l'avenir. Perdre les récits mythiques et les souvenirs générationnels de l'époque du Pléistocène serait une catastrophe pour le savoir humain, et voir les cultures autochtones prospérer à nouveau serait vraiment une source de fierté pour notre société.